Alors, je remercie les organisateurs pour cet accueil chaleureux. On est en pleine dépression postprandiale, donc j'espère que je vais réussir à capter votre attention. Effectivement, le titre de la communication s'intitule « Gastronomie et santé font-elles bon ménage ?» Et en réalité, j'aurais dû dire « La santé et l'alimentation, où est la gastronomie ?» L'objectif de la communication est de présenter les lieux de ressources informationnelles et des pratiques. Alors, quelques mots pour nous présenter avec ma collègue Céline Paganelli, avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années. Donc, nous travaillons dans le champ de l'information spécialisée, donc une information produite à l'intention de spécialistes, à destination de spécialistes et utilisée dans des contextes particuliers à visée professionnelle. Nous avons travaillé sur les publications scientifiques notamment, et plus largement, disons depuis une dizaine d'années, sur la mise en public de l'information spécialisée dans les forums de santé. Et c'est donc à partir de cet axe de travail sur la question de la santé que nous avons abordé l'alimentation il y a 2 années simplement. Donc on n'est pas du tout des spécialistes de cette question alimentaire, mais nous l'avons intégré dans notre objet de recherche. Nos objets portent sur l'étude des pratiques informationnelles, c'est-à-dire la manière dont les gens s'informent, comment ils... Alors, ce n'est pas uniquement l'accès à des bases de données, mais comment ils échangent, comment ils lisent, comment ils écrivent. Et puis avec une articulation avec les formes d'organisation des connaissances et de structuration de l'information. Alors, plus rapidement, donc, nous avons travaillé en 2015-2016 sur un projet de recherche qui était pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, qui a mobilisé nos 2 laboratoires en SIC, donc le LERA-CERIC, où travaille Céline, et le GRESEC moi-même, avec le laboratoire de bioénergétique fondamentale de l'université Grenoble-Alpes. Il y avait beaucoup plus d'objectifs que ça, mais en ce qui nous concerne, nous en particulier, nous avons proposé de travailler sur l'analyse des pratiques informationnelles des consommateurs au quotidien ou dans un cadre médicalisé. Nous avons cherché également à identifier les ressources consultées par les consommateurs et nous nous étions focalisés sur une catégorie d'aliments dits frontières que sont les alicaments, qui sont des aliments dotés d'une promesse santé. Pour dire rapidement une définition, ce sont des produits alimentaires sur lesquels sont portées des allégations concernant le maintien ou l'amélioration de l'état de santé de celui qui le consomme. Ce sont donc des aliments qui préviennent des maladies et c'est donc pour cette raison, en raison de ce statut un peu à cheval sur l'alimentation et la santé, que nous avions jeté notre dévolu sur ces produits. Alors, quelles questions nous sommes-nous posées ? D'abord, peut-être une question qui vient de la santé. La santé, c'est une préoccupation de tous, l'alimentation aussi. Peut-on pour autant faire l'hypothèse que les personnes qui recherchent ou qui cherchent à rester en bonne santé, que leur pratique se rapproche des patients qui cherchent à guérir, par exemple? Ou dit autrement, est-ce que les consommateurs qui cherchent à rester en bonne santé s'informent de la même manière que les patients qui cherchent à guérir? Deuxième question, Internet figurait parmi les sources les plus importantes dans le domaine de la santé, après les professionnels, les spécialistes, les professionnels de santé. Est-ce le cas pour l'alimentation? Troisième question, quelle est la place des spécialistes de la nutrition auprès des consommateurs en termes de validation des sources d'information, de conseils prodigués, etc. Et quatrième question, est-ce que les alicaments sont une bonne entrée pour identifier des aliments qui bénéficient d'une promesse santé? Alors, rapidement, un petit état des lieux, aussi bien sur un état de l'art que sur les enquêtes qui ont eu lieu. D'abord, en ce qui concerne les pratiques informationnelles, l'évolution des pratiques informationnelles dans le champ de la santé, eh bien, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, c'est un champ de recherche qui s'appelle Information Seeking in Health.
dans lesquels les études portent sur l'évolution des usages sous l'influence d'éthique, par exemple, ou des études de publics spécifiques, comme par exemple les femmes, les jeunes, les exclus, etc. Des thématiques de recherche d'informations très pointues en lien avec une pathologie, ou la question de la validation des sources. Pour caractériser plus précisément ces pratiques informationnelles, en contexte médical, la recherche d'informations représente un effort actif et intentionnel pour obtenir une information. Elle est liée à un traitement ou à un sujet spécifique lié à la santé du patient et elle permet une prise de décision. Dans le domaine de l'alimentation, il existe également de nombreuses études en France, en Europe, au Canada ou aux États-Unis qui portent également sur des publics spécifiques, les femmes enceintes, les populations en situation en zone rurale, etc., ou qui portent sur des études de forme ou de produits de consommation particulières, comme les produits labellisés ou les produits avec des allégations nutritionnelles. Alors, les personnes qui s'informent le plus, dans toutes ces études, cela ressort, les femmes, les personnes ayant un niveau d'études élevé, les personnes ayant des maladies chroniques, ça rejoint complètement les pratiques informationnelles dans le domaine de la santé. Quelques résultats issus de ces études. Alors, premier type de résultat, l'étude de 3000 personnes dans 5 pays européens a montré que 42% des personnes interrogées ne savent pas comment trouver des informations liées à l'alimentation, et ce, malgré l'abondance des ressources. Deuxième résultat, la profusion d'informations conduit à une cacophonie alimentaire. Pour dire, en fait, il est très compliqué de trouver une cohérence et un sens, en fait, dans l'ensemble de ces informations qui paraissent contradictoires. Troisième résultat, le médecin joue un rôle plus important sur l'information en lien avec l'alimentation lorsque le répondant présente des soucis de santé. Quatrième information, les sources humaines, je veux dire les sources informelles de type oral, comme la famille, les amis, l'entourage ou les professionnels, jouent un rôle important. Enfin, les étiquettes nutritionnelles sont considérées par les consommateurs comme des sources d'informations crédibles, plus que la publicité. Ajoutons cependant que ces informations ne sont pas toujours lues. On définit toujours les pratiques informationnelles en construisant un contexte. Nous pensons que dans ce contexte entre en jeu la question de la responsabilisation des patients citoyens. Il s'agit d'un mouvement qui a été développé par exemple par Marc Lemire aux États-Unis et qui fait référence au rôle accru des individus dans la prise en charge des questions de santé. Et cette responsabilisation s'exerce aussi bien pour se soigner que pour préserver sa santé. Dans les deux cas, le mouvement de responsabilisation conduit à développer des pratiques d'automédication. Par exemple, Sylvie Finzan, dans son ouvrage, traite de cette question. Nous pensons que c'est la même logique qui conduit les gens à consommer des compléments alimentaires. Elle conduit également à prendre en charge sa santé, l'alimentation étant considérée comme un facteur essentiel de la santé. Parallèlement, on a un consommateur responsable, c'est-à-dire le consommateur a des attentes très fortes en lien avec l'alimentation qu'il souhaite acheter ou qu'il souhaite consommer, qu'elle concerne sa santé, les conditions de production ou de vente de l'alimentation. Et donc, la consommation devient un espace militant. Le commerce équitable, les circuits courts, les coopératives de consommation. Il existe des organisations de taille variable, des ONG internationales, des associations pour le maintien des agricultures paysannes, etc., qui cherchent à mobiliser les consommateurs. Songeons par exemple à l'association L214 sur la violence au sein des abattoirs, pas des laboratoires. C'est un lapsus malheureux à la suite de la conversation de ce midi.
l'une des conséquences de cette situation est que les comportements responsables sont en augmentation. Hein. Par exemple, la moitié de la population interrogée privilégie la production locale, les produits respectueux de l'environnement, on achète du bio, etc. Autre élément de contexte, une méfiance généralisée vis-à-vis de l'alimentation, des marques industrielles et des discours qui l'entourent. Alors, le risque, dans une enquête du Crédoc en 2014, est signalé le risque alimentaire en 4e position, après la route, la pollution et le nucléaire. Et les risques qui sont les plus cités sont les pesticides, OGM, bactéries et les épidémies animales. Cette situation conduit à un rejet des marques. Donc là, j'ai cité l'exemple de Danone où le directeur général regrette ou déplore en fait, le fait que les consommateurs boudent les marques. Alors, la confiance envers les professionnels de santé et les associations de consommateurs est maintenue. Elle reste forte. En revanche, il y a une forte défiance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Alors, Annie Hubert, anthropologue, a expliqué les raisons de cette méfiance qui est due à des raisons tangibles comme les scandales alimentaires, mais aussi la peur des produits chimiques ou des produits génétiquement modifiés qui conduit, selon elle, sur le long terme, à voir la population passer d'une angoisse du manque à une peur de l'empoisonnement insidieux, je la cite bien sûr, pour dire que le rejet des marques et l'engouement pour la tradition, pour les cuisines ancestrales, voire pour la gastronomie, tous les produits non transformés trouveraient une partie de leur origine dans cette explication. Deux autres critères, l'intégration plus ou moins aboutie des normes alimentaires énoncées par le PNNS, hein, qui joue quand même sur les pratiques informationnelles. Globalement, on peut signaler que 85% des consommateurs disent faire attention à leur alimentation pour préserver leur capital santé. Autre élément de contexte que nous avons puisé dans les différentes études de l'INCa, alors vous savez qu'on en est à la 3e vague, les publications des résultats se sont faites en juillet 2017, donc je vais juste évoquer quelques éléments qui me paraissent intéressants dans cette comparaison. Alors, entre INCa 2, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, et INCa 3, les échantillons restent très très importants. La petite différence, c'est que dans INCa 3, on prend en considération les enfants de moins de 3 ans, donc c'est de 0 à 17 ans. Autre différence sur le recueil, en fait, donc ce sont des études qui visent à identifier à la fois les représentations et les habitudes alimentaires, hein, tout simplement, à l'aide de carnets alimentaires qui étaient sur 7 jours dans INCa 2, puis sur 3 jours simplement consécutifs, avec 2 jours par semaine et 1 jour de week-end, donc c'est pas tout à fait comparable. Néanmoins, ce qui m'a frappé, c'est que le nombre d'aliments répertoriés à partir de ces carnets alimentaires a doublé. 1280 aliments organisés en 43 groupes pour aboutir à 2653, plus 307 recettes organisées en 44 groupes. Cette augmentation significative est très certainement due à l'influence des produits transformés, la part de plus en plus importante dans la consommation de produits transformés, ce qui paraît surprenant puisque on vient d'entendre que justement il y avait un rejet de tout ce qui était industriel et préparé. Les compléments alimentaires, leur consommation a été augmentée également. Enfin, on note toujours l'influence des messages sur l'achat d'aliments porteurs d'allégations, bien qu'il y ait une petite baisse de cette tendance. Concernant les sources d'information, il y a très peu de choses. En fait, on sait simplement que chez les adultes, ce qui compte, c'est les médias traditionnels qui sont toujours en tête, suivis de la famille, des amis, etc. Le recours aux médecins qui se place avant Internet dans INCa 2, mais après Internet dans INCa 3. Pour les adolescents, les parents, les enseignants, la publicité, les emballages de produits. Et Internet, vous voyez, figure vraiment très très bas dans la liste des ressources.
Venons-en à la méthodologie que nous avons mise en place, qui nous a permis un petit peu de nous positionner ou de comparer par rapport aux résultats de ces enquêtes-là. Donc nous avons mené une enquête exploratoire qui en est vraiment à ses débuts, pour lesquelles nous avons identifié comme critères déterminants le sexe, l'âge, les problèmes de santé des individus, la place prise par l'Internet médical dans les sources d'information, et nous avons essayé de voir la place des spécialistes. 29 entretiens, 54 questionnaires menés entre octobre 2015 et mai 2016. La population, il y a plus de femmes que d'hommes, âgées de 20 à 80 ans, et on a plutôt des gens au-delà de 50 ans. Le profil des consommateurs, ils font leurs courses eux-mêmes, plus de 80% chez les femmes et 60% chez les hommes, et ils disent savoir lire les étiquettes à plus de 76%. Alors, je veux présenter juste quelques résultats pour situer un petit peu. La plupart des personnes interrogées déclarent s'informer sur l'alimentation. Vous voyez, 72%. Ce chiffre augmente lorsqu'il y a un problème de santé. Donc on voit vraiment le lien entre les deux choses. Les femmes s'informent plus que les hommes, et la tranche d'âge de 35 à 44 ans semblerait s'informer davantage, très vraisemblablement parce que ça correspond à un âge où on a des enfants, et on va donc s'informer un peu plus à cette situation, mais il faudrait qu'on le vérifie. Lorsque les gens ne s'informent pas, eh bien, elles disent que c'est parce qu'elles n'en voient pas le besoin, ou parce qu'elles s'estiment suffisamment informées par la famille et par leur culture, en fait. J'ai mis en résultat donc quelques sources d'information les plus citées. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil que dans ENCA. Par exemple, les étiquettes alimentaires sont en tête, ensuite le bouche à oreille, puis les professionnels de santé, Internet, les blogs et les forums, etc. C'est pas énorme non plus en termes de représentation. Alors, en ce qui concerne les étiquettes, notre étude confirme les résultats obtenus dans NK2. 54% des adultes déclarent lire les étiquettes. C'est une majorité de femmes le lit. C'est moins fréquent chez les hommes. Il y en a un quart à peu près qui ne les lisent jamais. La lecture d'étiquettes semble jouer un rôle plus important pour les 55-79 ans, mais raté, ils ne voient pas ce qu'il y a écrit dessus. Donc voilà, c'est embêtant parce que c'est écrit très petit. Donc ça a été souvent signalé, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros problème. Les informations qui sont lues sur les étiquettes sont la liste des ingrédients, la valeur énergétique, la teneur en sucre et en graisse. Deuxième résultat, le bouche à oreille, qui fait référence à l'entourage, au réseau. Et donc là, on montre que les informations orales sont recherchées soit en amont, c'est-à-dire qu'on va d'abord identifier des éléments puis aller vérifier ensuite, ou bien l'inverse. Les critères, pourquoi est-ce qu'on fait appel comme ça à l'entourage? La confiance, la rapidité de l'information. Les médias traditionnels, donc là on a l'échantillon de sources utilisées, la presse quotidienne nationale, régionale, la presse spécialisée grand public, la presse de mutuelle a été beaucoup évoquée, presse de consommateurs, Allo Docteur, le journal de la santé, etc. Il ne s'agit pas, dans ces cas-là, d'aller rechercher de l'information précise sur un sujet bien identifié, mais de lire au quotidien la presse, et finalement c'est l'information, c'est un bain de culture, des pratiques médiatiques qui fait que l'on va tomber sur une émission sur l'alimentation ou écouter la radio par exemple. Une grande variété de titres sont cités, beaucoup de presse féminine bien sûr. Concernant les professionnels de santé, alors on entend par là les médecins, les pharmaciens, les diététiciens, les commerçants d'alimentation bio. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, enfin non pas d'étonnant, mais de spécifique à ce domaine, c'est qu'il n'y a pas de professionnels identifiés comme spécialistes de l'alimentation, sauf pour ceux qui vont consulter un nutritionniste.
Les autres disent que quand ils vont chez le médecin, ils ne vont pas demander d'informations sur l'alimentation. Et d'ailleurs, les médecins généralistes ne sont pas forcément spécifiquement bien formés sur la question de la nutrition. Alors, venons-en aux alicaments. On avait choisi les alicaments pour deux raisons. D'abord parce que ça permettait à nos collègues du projet de travailler sur des produits pour analyser les stratégies de communication de l'industrie agroalimentaire. Et en ce qui nous concerne, on pensait que c'était une entrée, en fait, pour analyser les sources d'information. Alors, le terme alicament désigne un ensemble de produits alimentaires, etc. Je vous laisse découvrir la définition de l'ANSES. On voit bien que cela recouvre 4 catégories de produits, les compléments alimentaires, les aliments enrichis, les nouveaux aliments. Alors, les nouveaux aliments, c'est tout ce qui est gomme de gare, c'est des produits qui viennent d'être introduits, ça fait déjà un petit moment, mais... Et les aliments destinés à une alimentation particulière, par exemple les régimes sans gluten ou des choses comme ça. Donc il y a une réglementation qui fixe le niveau de substances à ajouter et sous quelle forme il faudrait les mettre. Dans la réalité, nous nous sommes aperçus que c'était un mauvais choix. Donc c'était un mauvais choix de choisir les alicaments comme produits frontières entre l'alimentation et la nutrition. Et donc pour plusieurs raisons, et on l'a découvert en étudiant le projet, d'abord parce que le terme est très contesté déjà par les professionnels de santé, puisque c'est un terme qui est ambigu, qui a une connotation thérapeutique, qui est très mauvaise. Après, par les associations de consommateurs qui disent que ça ne répond à aucune demande des politiques de santé, mais que c'était plutôt pour valoriser des produits par rapport aux produits de marque des supermarchés. Et puis, enfin, on en a eu la confirmation. Quand on interroge les gens de notre panel interrogé, enfin de notre petit groupe, pratiquement personne ne connaissait ce terme-là. Vous voyez, 60% ne connaissaient pas ce terme. Quand on leur demande, à ceux qui connaissaient, quand on leur demandait de le définir, il y en a qui le définissaient de manière assez positive, des aliments bons pour la santé, des aliments qui soignent, des super aliments dont les propriétés nutritives en font un médicament, mais quand même, beaucoup exprimaient un doute. Ce n'est pas prouvé scientifiquement, je ne sais pas si c'est vrai, c'est du marketing, etc. Alors, qu'est-ce que les exemples d'alicaments qui étaient cités? En fait, c'était souvent des produits naturels, des aliments naturels, le citron, la betterave, l'orange, enfin tout ce qu'on trouve dans la presse santé, les radis noirs, c'est-à-dire une liste à la Prévert d'aliments, mais aussi quand même des produits industriels, Actimel, Saint-Hubert, Gerblé, ou par catégorie de produits aussi, yaourt au bifidus, etc. Alors, on se tourne dans les corpus de presse. Donc là, j'ai essayé de recueillir en fait les occurrences liées à alicaments avec tout le champ synonymique et terminologique qui entoure ce domaine-là. 121 articles simplement qui ont été répertoriés depuis 2001. Alors en vert foncé, vous avez le dernier PNNS 2011-2015, en rose 2006-2010 et en vert clair le premier PNNS. Donc vous voyez que c'est vraiment sur la dernière période qu'on en trouve le plus. Dans la PQN, donc c'est aujourd'hui en France, donc ça c'est la version nationale du Parisien, donc on peut imaginer qu'ils sont plus sensibles aux modes, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a plus d'occurrences. Dans la PQR, pareil, on n'observe pas de différence significative entre les pays du Nord, les pays du Sud, où on dit voilà, dans le Nord on mange du beurre, etc. Ensuite, plutôt régime crétois. Dans la presse hebdomadaire, c'est là qu'on a peut-être une plus grande représentation de cette occurrence. Alors, il y en a aussi dans la presse professionnelle, le quotidien du médecin, mais vraiment très très peu. Bon, qu'est-ce qui est mentionné dans ces articles? Beaucoup de références citées dans la presse. Alors, ce sont soit des ouvrages généraux qui sont publiés dans les éditions Erol, Hachette, etc., ou bien qui utilisent ou mobilisent donc le titre de docteur pour donner une caution. Et il est bien probable que cette
le fait que ces spécialistes finalement publient des ouvrages aussi régulièrement et de vulgarisation contribue à ne pas les faire reconnaître comme spécialistes. Ça joue peut-être en leur défaveur. En conclusion, sur les alicaments, on a donc deux perspectives, une approche fonctionnelle des alicaments qui est très réductrice, elle est liée au public spécifique identifié dans le PNNS, hein, les femmes câlin plus, les seniors Actimel, les adolescents, etc. Non, c'est les adolescents Actimel, les seniors, c'est plus... Ouais, voilà, Saint-Hubert, les choses comme ça. Lutte contre le cholestérol. Il comporte une visée thérapeutique trop proche des médicaments, dont on sait aussi qu'ils sont quand même rejetés. Une approche naturelle des alicaments qui est très extensive, qui est soumise aux modes. Hein, par exemple, le lait, dans les années 50, il fallait boire son verre de lait, maintenant il ne faut plus en donner, etc. Et ça ressort dans les entretiens. On ne sait pas à qui se fier. Demain, et c'est pour ça qu'en fait, les gens ne savent pas trop où s'informer. Et sans doute une définition dénuée d'intérêt gastronomique. Hein, c'est-à-dire que faire des listes d'aliments comme ça, désolidarisés ou de la question du plaisir, reste sans doute problème. En conclusion, sur les pratiques informationnelles dans le domaine de l'alimentation et la santé, les objets sur lesquels portent les recherches sont très diversifiés, aussi bien des informations spécialisées que de recherches d'informations de santé publique ou des conseils, des informations pratiques, des recettes, etc., ou des questions particulières d'actualité. Il nous semble que ces pratiques s'inscrivent dans un continuum de pratiques qui va du côté de l'information seeking in health, c'est-à-dire où l'alimentation est un problème central lié à un problème de santé, le diabète, le cholestérol, des cancers, etc. Et puis, de l'autre côté, un mouvement qu'on ne connaît pas encore très bien avec Céline, on n'a pas encore travaillé vraiment dessus, c'est un mouvement qui s'appelle Everyday Life Information Seeking, excusez-moi, il y a un copier-coller malheureux, qui a été traité il y a très longtemps déjà par Savolainen ou Mackenzie et qui étudie en fait la manière dont les gens s'informent au quotidien, où est-ce qu'on trouve une adresse de restaurant, comment on s'informe sur une recette, etc. Et que donc ces deux pratiques auraient tendance en fait à se mêler ou en tout cas à se confondre parfois. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que le contexte de l'actualité joue un rôle extrêmement important. Donc c'est sur fond de pratiques médiatiques dans lesquelles les sources informelles orales sont très présentes et où les sources doivent être croisées en l'absence de professionnels identifiés. Donc voilà, donc il faudrait vraisemblablement reprendre notre méthodologie pour intégrer des questions plus spécifiques sur la question du plaisir, de la gastronomie, en lien avec ces questions de santé. Voilà. Merci.